bienvenue. On se retrouve aujourd'hui devant tout un déballage dont un Atari. Parce que le but aujourd'hui, ça va être de parler de cette petite carte. Et cette petite carte, comme vous le voyez peut-être sur l'écran du laptop ici, c'est un cryoflux. Donc on va voir un petit peu aujourd'hui comment l'utiliser pour son utilisation de base, c'est-à-dire de faire des sauvegardes de disquettes. Donc pour ce faire, j'ai des originaux d'Atari, des originaux d'IBM, voilà, quelques autres disquettes de Thomson qui ne sont pas des originaux mais des copies. Et on pourra voir ça dans différents formats. Comment ça marche avec cette petite carte. Mais aussi aujourd'hui, c'est un peu spécial pour moi parce que j'ai reçu un colis d'un abonné, d'un d'entre vous. Je l'ai déjà ouvert avec une très grande lettre qui m'a beaucoup touché. C'était très gentil. C'est un Stéphane donc, qui m'a envoyé ça. Ce qu'il m'a envoyé, c'est des lecteurs de disquettes. Donc, notamment un lecteur de disquettes d'Atari. Donc, c'est pour ça que j'ai sorti l'Atari qu'il a essayé de nettoyer et pour lequel il a déréglé la tête supérieure. Donc, le lecteur ne lit plus. Donc, ce qu'on va voir justement, c'est l'utilisation du cryoflux pour aligner des lecteurs, où je vais essayer, et normalement je devrais y arriver, mais on va voir, on ne sait jamais, de réaligner complètement ce lecteur et lui remettre sa tête supérieure. Il m'a aussi envoyé en cadeau en plus un autre lecteur de disquette que je n'ai pas déballé encore. Je crois que c'est un Sony. C'est bien emballé ma foi. Ouais, c'est un Sony, un MFP 920, donc un lecteur en très bon état. Il m'a dit qu'il avait fait des modifications sur ce lecteur, donc on verra aussi quelles modifications sont faites et s'il fonctionne bien. Donc, sans plus attendre, on va s'approcher avec le cryoflux. On va voir un petit peu comment on l'utilise, les logiciels qu'il faut pour l'utiliser, et puis on va démarrer. Donc, ce cryoflux, il existe depuis pas mal d'années. Je sais qu'il y a des nouveaux projets pour le remplacer, comme Pauline. Mais pour utiliser ce cryoflux, donc ce qu'il faut, c'est la petite carte. Ça dépend avec quoi il était acheté. Moi, je l'ai pris le bundle avec son cordon USB et un bloc d'alimentation qui va vouloir venir avec une prise Molex qui permet d'alimenter directement les drives sans utiliser une autre alimentation. Et quand je veux alimenter des disques, des lecteurs de disquettes 3 pouces et demi, je remets l'adaptateur au bout, comme ça, pour avoir les prises. Et donc, il faut évidemment une nappe floppy, une ancienne nappe comme celle-ci va très bien. Hein. J'utilise principalement que les deux premiers connecteurs, si je veux brancher un 5,1/4 ou un 3,5. Et je n'utilise pas les connecteurs du bout, mais je sais que le cryoflux supporte de mettre plusieurs lecteurs de disquettes sur la nappe, mais j'en ai pas eu encore l'utilité. Même si je veux réécrire une disquette, je préfère la lire et la réécrire. Pour utiliser le cryoflux, moi j'ai un certain nombre de lecteurs de disquettes. Donc j'ai un lecteur d'Amiga qui est un lecteur 720 donc. Qui est recapé et que je maintiens bien aligné et tout ça, qui va bien pour lire les disquettes de double densité. J'ai un lecteur HD que j'ai pas amené ici, un 44 qui est un lecteur de PC 83 pistes aussi qui va très bien. J'ai ce lecteur-ci que j'ai révisé il y a quelques années et que j'ai recapé en 2019 et qui est parfaitement aligné pour lire les disquettes 360 kg. Et j'ai celui-ci qui sert rarement, c'est pareil, je l'ai aligné, je l'ai révisé, recap, en 2007, et c'est un Amiga 2. J'ai finalement décidé de me déplacer plus vers mon bureau, que mon petit PC est sous Linux, et c'est pas formidable pour montrer comment utiliser cet appareil. Il fonctionne très bien sous Linux, mais comme vous êtes la majorité sous Windows, je vais le faire plutôt sous Windows.
Donc la première chose à faire avant de commencer de brancher un lecteur, c'est déjà d'installer les drivers pour ce CryoFlux. Donc je vais déjà le brancher sur un port USB. Windows va détecter un périphérique, mais c'est pas le bon, donc il faut lancer le gestionnaire de périphérique. gt.msc, donc c'est le device manager, c'est le raccourci. Il a installé un COM3 qui est ici. Alors ce COM3, il faut changer le pilote. Disquette fournie, parcourir, et je l'ai collé l'installation sur C dans CryoFlux, dans driver, CryoFlux USB driver. Suivant, installer. Et voilà, on a notre CryoFlux disque système qui est passé dans les périphériques USB. Donc normalement, on devrait pouvoir l'initialiser. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on va le redébrancher. On va brancher une alimentation. Quand on va brancher d'abord la nappe sur le lecteur de disquette. Les lecteurs de disquette ne respectent pas toujours la couleur rouge sur le côté. Typiquement celui-là, on voit que la truc est en dessus, la pin qui empêche de le brancher à l'envers. Mais en fait, j'ai été obligé de la couper parce que je dois le brancher comme ceci parce que la pin 1, elle est là. Donc, il faut modifier souvent des nappes pour pouvoir brancher cet appareil. Ensuite, on alimente le lecteur de disquette. Et finalement, on peut brancher le CryoFlux sur le PC. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Moi, je préfère le faire en ligne de commande. Ça va quand même pas mal. CryoFlux DTC. Et si je fais DTC-C2, c'est la commande pour l'initialiser. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire avancer la tête pour trouver le nombre de pistes que le lecteur est capable de lire. Donc ça, c'est un 83 pistes. Donc voilà, c'est bien ce qu'il nous affiche. On a bien 83 pistes. Maintenant, on va l'essayer en préservation. C'est-à-dire qu'on va faire une copie de cette disquette d'Atari. Et on pourra regarder à quoi ressemble la copie après. Et on pourra également en faire un fichier STX ou MSA pour le tourner dans un émulateur. Donc je vais mettre la disquette. Voilà. Et je vais vous montrer la commande qu'il faut pour ça. Alors la première chose à faire, ça va être de créer un dossier pour mettre les disquettes. Alors la commande pour sauvegarder une disquette Atari. Alors déjà on va lui donner un nom. On va l'appeler... tennis. .ro. Et il faut... le tiret F, c'est pour lui dire où est-ce qu'on va le mettre. C'est quel fichier. Et il faut absolument pas d'espace. Donc une fois que j'ai tapé mon PAF, j'enlève l'espace. Ensuite, on va lui dire d'être en mode préservation et que c'est du MFM standard avec 9 secteurs par piste, le 4, le I4. Et là, si je fais entrer, il va me faire un backup de ma disquette. Petite pause. Parce qu'en fait, il y a un document qui explique tout ça pour le CryoFlux. Document que voici. Dedans, tout est écrit, notamment tous les différents jumpers qu'il existe sur la carte, ainsi que l'utilisation de tous les connecteurs. Mais surtout, si on descend plus loin,
il y a la description de tous les formats qui sont ici. Donc si j'ai choisi le format 4 pour le MFM, c'est ce format-là. C'est 40 ou 80 secteurs, suivant que ce soit du double density ou du HD, ou du haute densité, en MFM. Plus tard, je ferai une disquette Amiga, et Amiga, on voit que c'est le 5. C'est Amiga DOS Image avec 80 tracks ou plus, en double densité ou en haute densité. Et toujours en MFM, mais avec plus de secteurs, donc il détectera le format de la disquette. Et toutes les options sont expliquées dans le document, donc notamment l'option I qui permet de définir le type d'image que l'on souhaite, et l'option F qui permet de sélectionner le fichier que l'on veut sauvegarder ou lire. Le format 0 étant, lui, le format du cryoflux en préservation, c'est-à-dire que c'est ce format-là qui va créer tous les fichiers RAW, qui va créer un fichier par secteur et par piste et par face. Et là, si je fais entrer, il va me faire un backup de ma disquette. Arrêtons-nous quelques secondes, maintenant qu'il a lu quelques pistes, pour revenir sur la commande qu'on a tapée et ce qui se passe. Donc déjà, on peut voir que j'ai sélectionné deux modes de sauvegarde, le I0 pour la préservation et le I4 pour le MFM, mais que je n'ai donné qu'un seul fichier pour sauvegarder les fichiers préservation et rien pour le format MFM, donc pour le I4. Le I4, dans ce cas-là, ne va servir qu'au cryoflux pour vérifier dans le format des datas qui sont dans le flux qu'il est en train de lire. Et ça lui permet de vérifier que les pistes sont correctes, qu'elles sont au bon emplacement, qu'elles contiennent le bon nombre de secteurs. Et ça lui permet de revenir, de réessayer en cas d'erreur s'il manque un secteur ou s'il y a un problème de checksum. Si je n'avais pas mis le I4, il m'aurait sauvegardé tout simplement la disquette en RAW sans faire aucune vérification sur l'intégrité des données. Donc, si on regarde un tout petit peu justement ce qu'il vérifie, on voit par exemple qu'il est bien dans ce cas-là sur la piste 0 tête 1, qu'il a bien lu l'identifiant sur la piste comme quoi c'est la piste 0, qu'elle a bien 9 secteurs, donc que le format MFM est OK, donc il peut valider la piste et continuer. On a aussi d'autres informations, notamment les bandes de base. C'est ce qui permet de savoir si la tête est bien positionnée sur la piste ou si elle est un tout petit peu à côté de la piste, mais on y reviendra plus tard, ça sert surtout à aligner les lecteurs. Donc voilà, il est en train de terminer les dernières pistes. Et si on regarde dans le dossier RAW, eh bien, on voit qu'il nous a créé un fichier par secteur et par face. Maintenant qu'on a tous nos fichiers RAW, on peut en faire deux choses. La première qu'on verra après, c'est réécrire une disquette à l'identique. Donc qu'elle soit d'origine protégée ou pas du tout, on pourra en faire une copie qui sera parfaite et qui sera lisible par la machine comme la disquette originelle. Et la deuxième chose, c'est la convertir en quelque chose d'un peu plus digeste, on va dire. Parce que là, si on regarde, on a un fichier par piste et par face. Et si on regarde la totalité de ces datas, on en a pour plus de 35 mégas. On peut les modifier pour pouvoir les charger dans un émulateur Atari, puisque c'est une disquette Atari. Sur Amiga, c'est plus simple, on peut faire directement les ADF avec le cryoflux, mais avec l'Atari, ce n'est pas supporté par défaut. Donc, pour ce faire, par exemple, il y a un outil Atari qui s'appelle AOFIT, qui est très bien pour ça. On va le charger. Et ce qu'on va lui dire, c'est qu'on va charger une image. On va aller dans le dossier RAW où on a toutes nos sauvegardes faites par le cryoflux en mode préservation. On prend le premier fichier et on fait ouvrir. L'outil
Outfit va lire l'intégralité des fichiers, donc les 35 mégas de fichiers, et commencer à processer les datas. Voilà, il travaille, il travaille. On peut aller regarder dans la disk view et on pourra confirmer donc qu'on a bien un format qui contient 9 secteurs par piste. Donc les pistes, chaque piste est un cercle. Bon, s'il y a une partie qui est vierge ici, c'est pour des questions d'affichage. Hein. Les disquettes sont remplies, hein. Il n'y a pas de grande place comme ça inutilisée. Et donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 secteurs et il y a 80 pistes sur cette disquette. Quand il a fini son analyse, on peut aller dans Save Image et on voit que dans le cas de ce jeu, il n'y avait pas de protection. Donc, on n'avait pas besoin vraiment d'un cryoflux pour la copier, mais si elle avait une protection, ce serait pareil, il l'aurait copiée. Donc, puisqu'elle n'a pas de protection, on peut la sauvegarder en MSA. Donc, on va faire Write Image. On va la mettre là, dans le dossier cryoflux. Voilà, on va faire un fichier MSA. Hop. Voilà, on a notre fichier. Maintenant, si on essaye un émulateur Atari, pour voir si ce fichier marche, on va charger Atari. L'émulateur, un des émulateurs que j'ai trouvé. On va faire floppy disk, browse. Je l'ai mis où? Ah oui, il faudrait que je le déplace le fichier. Donc je vais aller rechercher mon fichier que j'ai sauvegardé ici. Ah, il est sauvegardé en STX, c'est abruti. Bon, c'est pas grave. On va le mettre dans Atari, dans disquette. Et normalement, après, je devrais pouvoir le charger. Et back to main menu, OK. Et normalement, on a notre émulateur qui va nous charger notre disquette. Voilà. On a converti notre image RAW de préservation du cryoflux en une disquette qui fonctionne dans un émulateur. Donc on va fermer cet émulateur parce qu'on va voir la deuxième utilisation maintenant de tous ces fichiers RAW. Parce que puisqu'on a la copie complète de la disquette, on va pouvoir la réécrire. Donc je vais aller chercher une disquette et on va réécrire cette disquette à partir du dump du cryoflux. Donc j'ai été chercher une disquette, hein. Je prends malheureusement souvent la même parce que j'ai vraiment plus beaucoup de disquettes qui fonctionnent et je sais que celle-là elle marche bien, donc j'arrête pas de la réutiliser. Donc on va la mettre dans le lecteur de disquette. On a tous nos fichiers RAW, donc ce qui va nous intéresser c'est le nom du premier fichier. Donc on va le prendre. Ouais, c'est du raw.raw, ouais, ok. Alors, la commande pour écrire une disquette, il n'y a rien de plus simple. Hein. DTC-F, toujours le nom du fichier. Du premier fichier qu'on a dans notre dossier où on a tous nos fichiers RAW de notre disquette. Et -W. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et on appuie sur Entrée. Syntaxe erreur, oui, parce que j'ai oublié d'enlever l'espace ici. Et il va se connecter au cryoflux. Et il va m'écrire l'image. No disk in drive. Ah. Pourquoi ça?
Donc on va le laisser tranquillement écrire la disquette. Et je vous reprends quand elle est terminée. Et voilà, on a une image qui est écrite sur notre disquette, donc on peut la récupérer. Et ce qu'on va faire comme test, c'est qu'on va aller l'essayer sur l'Atari, tout simplement. Donc nous revoilà dans le studio devant l'Atari, essayons cette disquette. Hop! C'est un peu long à détecter une disquette en Atari, ou c'est peut-être celui-là. Bon, c'est bien parti. Et voilà, notre jeu, notre copie fonctionne. Donc maintenant que j'ai une disquette qui fonctionne correctement, eh bien je vais l'utiliser pour réaligner ce lecteur et pour regarder. Donc on va le rebrancher celui-là sur le cryoflux et l'aligner. Mais un tout petit peu avant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer rapidement comment est-ce qu'on écrit et comment est-ce qu'on lit une disquette Amiga avec les ADF. Donc retrouvons-nous tout de suite devant le cryoflux. Rapidement, si on parle de disquette Amiga, donc en voici une toute classique. De toute façon, on a peu de disquettes protégées Amiga. Hein. Toutes celles que vous pouvez télécharger sur le net sont déjà craquées. Donc ce sont des ADF. Donc ce sont comme des disquettes non protégées. Donc on va voir comment tout simplement avec le cryoflux faire un ADF ou l'écrire. Il n'y a rien de plus simple. La commande, c'est tout simplement voilà, on va lui dire que c'est qu'on veut faire un ADF. Donc le fichier, je vais l'appeler work134.adf et je vais lui dire que c'est de l'Amiga. Je ne fais pas un format de préservation, je lui dis juste de me construire l'ADF. Et je vais le laisser faire un petit peu, puis j'accélérerai jusqu'à la fin. Voilà, si on regarde dans le dossier du cryoflux, on a notre ADF qui fait bien 880 kg. Donc c'est tout parfait, on a fabriqué un ADF qui marchera très bien avec WinUAE. Et cet ADF, pour le réécrire, il suffit de remplacer le i5 par W et on peut écrire n'importe quel ADF sur une disquette. Aussi simple que ça pour l'Amiga, parce que le format est supporté directement dans l'application. Maintenant, si vous voulez copier des jeux protégés, vous pourrez les mettre facilement en mode préservation, les sauvegarder avec i0 et i5 pour qu'ils vérifient quand même la géométrie du disque. Et ça va vous créer donc 35 mégas de fichiers à peu près en mode préservation. Et soit vous les stockez comme ça, où il existe des outils qui permettent de les transformer en IPF, mais c'est pas forcément facile et c'est pas à portée de tout le monde de pouvoir le faire. Donc, et si vous trouvez des IPF d'Amiga à télécharger, ben, vous avez qu'à prendre votre image IPF et vous faites la même chose. DTC-F, le nom de votre image.ipf-w et hop, il va écrire la version protégée du jeu sur la disquette. Donc maintenant qu'on sait utiliser le cryoflux, la dernière chose que je voudrais faire, c'est j'ai démonté le lecteur que m'a envoyé l'abonné Stéphane.
Donc j'ai enlevé son capot, je vais le mettre plus loin. On va prendre la disquette qu'on a fait pour l'Atari. Donc comme je l'ai copié avec le CryoFlux d'une disquette originale et que je l'ai réécrit avec le même lecteur, elle est très proche d'une originale. Donc puis j'ai pas envie de mettre des originaux pour aligner les lecteurs. Donc ça va faire une bonne disquette, hein. Mais j'aurais pu prendre une disquette Amiga ou n'importe quoi, hein, peu importe, hein. C'est un lecteur de disquette, il n'a plus de particularité quand il est branché sur le CryoFlux, il peut lire n'importe quoi. Donc on va déjà commencer par le brancher. Puis on va alimenter le lecteur. Voilà. Et on va commencer juste par calibrer le CryoFlux. Voilà, donc c'est un 83 pistes. Je vais déplacer un petit peu la caméra pour la mettre plus sur le lecteur. Voilà, je vais l'approcher. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre une disquette. Voilà. Et je vais lancer une commande en lui disant de me lire à partir de la piste 10 jusqu'à la piste 10 et de me décoder le MFM 9 secteurs par piste, donc parce que c'est une disquette Atari. Et on va voir déjà ce qu'il nous dit si je lis juste la piste 10. Ah, j'ai oublié le I. Ah. Voilà. Donc, on a lu la piste 10, donc il a détecté la piste 10 sur la tête inférieure et il a détecté la piste 5 sur la tête supérieure. Donc la tête supérieure est très décalée. Elle est très reculée, elle lit 5 pistes en retard. Donc, on va éjecter la disquette. On va légèrement la desserrer ici. Et on va l'approcher d'un tout petit peu. En la laissant bien centrée. C'est vraiment là, j'ai fait un gros mouvement, hein, juste pour voir. Et on va relire la piste 10. On est sur la piste 9, cette fois. Donc, il faut encore le décaler un tout petit peu. Donc, cette fois, je vais y aller tout mollo. Je ne vais pas les desserrer trop. Et je vais le décaler un tout petit peu. Il faut que je trouve un point d'appui. Ah. Voilà, je l'ai senti bouger. On va la resserrer. Et on va réessayer. On est toujours sur la piste 9. Donc ça n'a pas été suffisant. Donc on continue comme ça. Ah, ça bouge. Et on continue. Ah mais cette fois on est sur la piste 12. Donc j'ai vraiment beaucoup trop bougé. Oh là là. Ça couche trop.
on approche. Ah, là, on n'est plus sur la piste. Il faut dire que je devrais éjecter la disquette pour faire ça. Donc je vais continuer comme ça jusqu'à ce que je l'aligne. En fait, vous avez compris le procédé. Je ne vais pas filmer pendant tout le temps. Ça me permettra d'être un petit peu plus près du lecteur de disquette. Donc je vous coupe et je vous reprends quand il est aligné. Pour finir, voilà, il est aligné. Et pour le tester, eh ben, on va lui dire de s'arrêter à la piste 79 parce qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On va lui dire toujours la même chose. On sauvegarde absolument aucun fichier. Le but, c'est qu'il scanne entièrement la disquette. Et c'est parti. Et comme on le voit, il lit correctement les bonnes pistes à chaque fois. Et il est plus décalé. Et on va le laisser lire toute la disquette. J'accélère jusqu'à la fin de la disquette. Et ensuite, on pourra aller tester ce lecteur sur l'Atari. Et c'est terminé, sans la moindre erreur tout le long de la disquette. Je vous parlais des bandes de fréquence tout à l'heure. Alors les bandes de fréquence, on peut voir qu'elles sont très proches de 2, 4, 6 et 8. Donc là on est bien. Là on est un petit peu au-dessus de 6. Là on est un tout petit peu en dessous pour la tête supérieure. Donc on est bien. On est bien pile poil sur la piste. On n'est pas à côté. Un tout petit peu plus loin que la piste inférieure, mais vous voyez la différence, c'est même pas, c'est à peine 2%. Donc on est très bon. On est à 98 là en centrage sur la piste, donc on est bien. J'ai d'autres lecteurs qui sont plutôt à 99, mais je ne vais pas aller chercher la petite bête. Donc ce lecteur fonctionne. Donc maintenant je vais lui remettre sa carrosserie, je vais lui remonter sa façade et on va le tester dans l'Atari pour clore. Et on se retrouve devant l'Atari STE. Vous ne le reconnaîtrez pas, hein, c'est pas le mien en fait. Hein, c'est celui de mon collègue Freddy, de la chaîne Freddy Retrozone, hein, dont je vais vous laisser une fiche d'ailleurs, et qui m'avait demandé de réparer son lecteur de disquette. Donc voilà, c'est fait. Mais j'ai branché l'autre lecteur de disquette à la place pour pouvoir le tester. Donc je vais démarrer la machine. Je vais lui mettre un autre jeu et on va pouvoir tester que ça se comporte bien. Il est toujours aussi long à poster. Oui, ça charge sans aucun souci. Bon, dans cette vidéo, j'aurai pas le temps de m'intéresser au lecteur 5 1/4 et aux autres formats de disquettes. Mais si vous avez des questions, il y a un Discord juste en dessous de la vidéo, dans la première ligne de la description. N'hésitez pas à venir poser des questions hein, si vous en avez sur le CryoFlux ou laissez-en en commentaire aussi, il n'y a pas de souci.
De toute façon, les disquettes PC, c'est la même chose que les disquettes de l'Atari, sauf qu'en fichier destination, vous mettez un fichier .img et vous mettez juste le i4 et hop, ça va vous copier un jeu de PC. Allons jusqu'au bout du test. Ben, ça marche très bien. Me voilà devant. Et voilà. Donc ce lecteur est réparé. Je vais le renvoyer à Stéphane. Et en espérant que cette vidéo sur le cryoflux et la réparation d'un lecteur de disquettes complètement désaligné vous aura intéressé. Et moi je vous dis à bientôt.